Bonjour à tous, bienvenue. On m'a demandé de couvrir la partie fondamentale, donc un peu plus théorique, du codage de la fréquence. C'est un sujet qui est très vaste, donc en 15 minutes on ne va pas pouvoir tout couvrir, mais on va essayer de vous donner un aperçu. Et ce que j'ai essayé de faire dans cet exposé, c'est de présenter des données un peu plus actuelles. Mais on ne va pas ignorer les données historiques aussi qui restent vraies en large partie. On va commencer très simple. En fait, l'échelle de la hauteur, ou l'échelle tonale, c'est cette échelle perceptive sur laquelle on peut ordonner les sons depuis le grave jusque vers l'aigu, et ce en fonction de la fréquence du son. Alors la fréquence, c'est le principal déterminant de la hauteur. C'est pas le seul, il y a aussi des effets de l'intensité qui viennent interférer potentiellement avec ceux de la fréquence, mais comme ils sont marginaux, on ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui. Alors ça marche pour les sons purs, ça marche aussi pour les sons complexes. Donc on va parler un petit peu de musique, et dans la musique, il y a des sons complexes harmoniques, les notes sont des sons complexes harmoniques. Là, c'est un petit peu plus complexe que pour les sons purs, par définition, puisqu'on a en fait plusieurs composantes spectrales, c'est représenté ici. Donc on voit les différentes composantes harmoniques dont les fréquences sont des multiples entiers d'une fréquence plus basse qui est dite F0 fondamentale. C'est cette F0 fondamentale qui détermine la hauteur qui est perçue pour le son complexe. Donc en général, on ne perçoit pas les hauteurs individuelles des harmoniques, mais on perçoit une seule hauteur pour ces sons complexes harmoniques qui est liée à la fondamentale. Ce qui est intéressant, c'est que cette perception de la hauteur des sons complexes harmoniques, donc qui définit les notes en musique, avec lesquelles on peut former des mélodies, par exemple, des harmonies. Cette hauteur, elle est perçue même si la fondamentale n'est pas présente dans le signal physique. C'est-à-dire qu'on peut l'enlever, on peut la filtrer. C'est ce qui se passait dans les téléphones lorsque les bandes passantes étaient réduites, notamment dans les basses fréquences, et néanmoins on entend encore parfaitement la fondamentale comme si elle était là. C'est ce qu'on a appelé au début des recherches en psychoacoustique le mystère de la fondamentale absente. On sait aujourd'hui qu'en fait cette fondamentale elle est recréée, à commencer par la mécanique cochléaire du fait de distorsions non linéaires, et puis également plus loin dans les centres de traitement supérieurs au niveau du cortex auditif et probablement plus bas. Alors, on ne pourrait pas parler de hauteur sans rappeler qu'il existe des échelles qui ont été déterminées par les psychophysiciens, à commencer par Stevens et collaborateurs à Harvard en 1937. C'est l'échelle des MEL, dont vous avez peut-être entendu parler. On sait aujourd'hui, enfin on considère aujourd'hui que cette échelle elle est fausse, ou pour le dire un peu plus gentiment imparfaite. Il y avait quelques biais de mesure. Néanmoins, elle montre quelque chose. Je vous l'ai représentée ici, donc elle est en bleu. On voit la hauteur donc en MEL en fonction de la fréquence. Ce qui est important de retenir, elle est non linéaire, mais en gros, au-dessus de 1000 Hz, on peut l'approximer assez bien par une droite, ce qui veut dire qu'en gros, quand on double la fréquence, donc on augmente d'un octave, on augmente à peu près, chaque fois qu'on double la fréquence d'une quantité constante sur cette échelle des MEL, ce qui correspond à peu près à notre sens de la perception en musique, où les octaves et leur ratio sont communément utilisés. Je vous ai superposé sur le graphique à côté l'échelle de Greenwood, qui est une échelle de mécanique cochléaire, où en fait Greenwood s'est amusé à mesurer pour différentes fréquences la distance par rapport à l'apex, qui était du point de résonance maximale sur la membrane basilaire. Et on voit que ces deux échelles ont au moins un point commun, qui est qu'elles sont relativement bien approximées pour les hautes fréquences, au-dessus de 500 Hz pour l'échelle de Greenwood, par une droite. Donc là encore, on est à peu près cohérent avec cette notion du fait que quand on augmente d'un octave la fréquence d'un son, on augmente à peu près d'une valeur constante sa hauteur tonale. Une autre notion importante quand on parle de codage de la fréquence ou de perception de la fréquence, en l'occurrence, c'est celle de discrimination fréquentielle. Ça se mesure très simplement en présentant au sujet deux sons purs de fréquences différentes et en lui demandant de pointer lequel des deux sons a une fréquence plus élevée ou plus faible que l'autre. Donc, ce faisant, on mesure des seuils de discrimination fréquentielle. Il y a des effets d'apprentissage qui sont assez importants dans ce type de tâches. Si on prend un sujet naïf sans entraînement musical, initialement, ou en tout cas pendant la première demi-heure de test, il va avoir à peu près un seuil de l'ordre de 1 à quelques pourcents. Donc 1% à 1000 Hz, ça fait à peu près 10 Hz. Donc on peut discriminer 1000 de 1010 Hz.
Au fur et à mesure qu'on entraîne cette personne, l'entraînement peut durer quelques heures, on obtient en fait des seuils qui sont asymptotiques. La personne ne pourra plus s'améliorer à un moment. Et ils sont de l'ordre de 0,1%. Donc on est à peu près capable de discriminer 1 Hz, 1 à 2 Hz à 1000 Hz avec un peu d'entraînement. Ça, c'était une étude qu'on avait fait en 2006, mais il y a plein d'autres études qui ont montré des choses similaires. Il y a des effets d'apprentissage massifs. Et puis les musiciens s'en sortent mieux en général que les non-musiciens, en particulier avant entraînement. Donc là, on a par exemple pour des sons complexes et des sons purs, le cas des musiciens, je ne sais pas si vous ne voyez pas mon curseur, désolé, je vais réaliser ça. Donc on a ici à gauche les sons complexes, à droite les sons purs, les musiciens et les non-musiciens avant entraînement. On voit qu'il y a une grosse variabilité interindividuelle, chaque point est un individu, mais en moyenne on est de l'ordre de 1% pour les, comme je disais tout à l'heure, pour les non-musiciens, et on descend, on est presque déjà à 0,1%, donc 1 Hz à 1000 Hz pour les musiciens avant entraînement. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe, donc c'est une dia un peu chargée, mais j'avais en 2012, on a publié un papier où en fait je m'étais amusé à collecter une douzaine de papiers, c'est l'essentiel des papiers qui ont été publiés sur la discrimination fréquentielle, où il y avait des données individuelles. J'ai collecté tous les points. Je les ai représentés en fonction de la fréquence, de la durée et du niveau. Et ce qu'il faut retenir, alors il y a beaucoup de variabilité bien évidemment, parce que par exemple pour une fréquence donnée, on a pris différentes études à différents niveaux, différentes durées. Mais ce qu'il faut retenir de ce graphe-là, c'est que les seuils différentiels de fréquence augmentent au fur et à mesure qu'on augmente la fréquence, en tout cas lorsqu'ils sont exprimés en Hertz. Donc on a tendance à avoir des seuils qui se dégradent vers les hautes fréquences. Les seuils s'améliorent en fonction de la durée, et ils se stabilisent à peu près autour de 200-300 millisecondes. Et ils s'améliorent un petit peu avec le niveau. Au fur et à mesure qu'on augmente le niveau de stimulation, on améliore le seuil de discrimination fréquentielle, et après ça reste à peu près plat. Ça va être important quand on discute du codage neural de cette capacité-là. Et enfin, une dernière notion qui est souvent confondue avec la discrimination fréquentielle, c'est celle de sélectivité fréquentielle. Et ça se mesure, c'est les courbes d'accord psychoacoustiques avec lesquelles je suis sûr vous êtes tous familiers. Donc on en voit un exemple ici, différentes courbes d'accord mesurées pour différentes fréquences centrales. En général, sur une échelle absolue en Hertz, les courbes d'accord se dégradent au fur et à mesure qu'on monte vers les hautes fréquences. Et la méthode de mesure communément acceptée de nos jours de ces courbes d'accord, elle utilise un son pur qui est placé entre deux bandes de bruit qui vont masquer l'énergie qui tombe dans un filtre cochléaire de part et d'autre de la fréquence du son pur. Ça, c'est une méthode qui a été développée entre autres par Brian Moore et collaborateurs. Alors ça, c'était pour la perception, mais si on se pose la question de qu'est-ce qui se passe dans le système auditif derrière ces mécanismes perceptifs. On a deux grands types de codes qui ont été envisagés durant les 50 à 100 dernières années. On va dire qu'on se pose la question de comment cette perception marche. Le premier type de code, c'est le code spatial qui est lié à la tonotopie cochléaire. Donc tonotopie, c'est le fait que, comme vous le savez tous, la fréquence est représentée spatialement au sein de la cochlée sur la membrane basilaire. Donc ça, c'est le premier type de code. Et un peu plus concrètement, on a des données de Ruggiero et collaborateurs qui ont fait des mesures de mécanique cochléaire avec du laser et qui nous montrent la façon dont la vibration sur la membrane basilaire se déplace. Ici, on a la vélocité qui est donc la dérivée du déplacement au fil du temps. C'est la mesure classique de réponse de cette membrane basilaire. Et quand on la normalise pour la représenter en gain, on retrouve l'effet bien connu des mécanismes actifs qui accroissent la résonance locale de la membrane basilaire, donc les CCE, dont vous a parlé Stéphane tout à l'heure, et puis un mécanisme plus passif, avec une pointe de résonance qui se déplace. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en fait, cette mécanique cochléaire, elle va donner naissance, ou elle détermine en large partie ce qui se passe au niveau des fibres du nerf auditif. Donc la sélectivité fréquentielle des fibres du nerf auditif, qui est mesurée en comptant les spikes, un peu à la façon dont vous l'illustrait Stéphane tout à l'heure, c'est déterminé par cette mécanique cochléaire, bien évidemment. Alors ça, c'était des mesures chez le chinchilla. On ne sait pas, en fait, on ne savait pas jusqu'à très récemment ce qui se passait chez l'humain.
Et puis là, il y a une étude magnifique qui a été faite, d'ailleurs elle a été publiée cette année par Joris, une équipe en Belgique de Philippe Joris et collaborateurs, qui ont mesuré grâce à des techniques physiologiques qu'ils ont mis au point, des techniques électrophysiologiques, la sélectivité fréquentielle chez l'humain. Ils sont arrivés à l'estimer donc, et à la comparer. Si on compare la sélectivité fréquentielle chez l'humain, donc la courbe noire, on a le Q10 qui est en fait la fréquence centrale sur la bande passante du filtre auditif, donc plus le Q est élevé, c'est le facteur de qualité, et plus la sélectivité est bonne, donc il vaut mieux être en haut qu'en bas de cette courbe. L'humain est ici, et puis on a d'autres espèces ici, le chat, le chinchilla, le macaque. Et il a constaté en fait que l'humain semble avoir, en tout cas par rapport aux autres espèces montrées ici, une sorte de super sélectivité fréquentielle. On ne sait pas encore très bien pourquoi. Peut-être que c'est lié à la coévolution du système auditif et de l'usage du langage, l'usage abondant que fait notre espèce du langage et la nécessité de discrimination que celui-ci requiert. C'est une spéculation. Ce code tonotopique, donc il est simple à comprendre. Mais il a quand même une limite qui est liée au fait, et en dépit du fait qu'on a une super sélectivité chez l'humain, on voit bien qu'il se dégrade au fur et à mesure qu'on augmente le niveau de stimulation. On va recruter un secteur de plus en plus large sur la membrane basilaire. Et en plus de ça, et comme le disait Stéphane tout à l'heure, il y a une saturation des taux de décharge des fibres auditives en fonction du niveau qui limite la dynamique dans une certaine mesure. Donc ça va limiter la capacité du code spectral à représenter précisément la fréquence d'un son, en particulier au niveau un peu élevé. Donc il y a un autre type de code qui a été proposé, étudié, c'est le code temporel, et c'est lié au fait que les fibres du nerf auditif vont décharger, vont envoyer donc des spikes, en général synchronisés avec une phase particulière du stimulus incident. Alors il ne décharge pas forcément sur tous les cycles du signal incident, mais quand on moyenne à travers plusieurs répétitions ou plusieurs fibres, on retrouve un patron de décharge qui suit à peu près la forme temporelle du signal. Alors, on l'a mesuré, cette capacité à suivre la fréquence du signal, le phase locking ou l'accrochage de phase en français, on l'a mesuré, qui est montré ici en fonction de la fréquence pour différentes espèces. On n'avait pas l'humain à l'époque, c'était des méthodes électrophysiologiques conventionnelles. Et chez le chat, dont on pensait qu'il est comparable à l'humain, on arrête à peu près autour de 5 kHz. 4-5 kHz, il n'y a plus de capacité mesurable des fibres auditives individuelles, en tout cas à suivre la fréquence du stimulus. Et là encore, l'équipe de Joris a récemment fait des mesures où ils ont mesuré, grâce à leurs approches physiologiques, cette capacité chez l'humain. Et ils ont comparé ça à d'autres espèces. Donc on voit l'humain en rouge, ils l'ont rehaussé ici pour le mettre au niveau de la pointe à peu près comme le chat. Et on voit qu'en fait ça corrobore les données physiologiques chez le chat et d'autres espèces, ou en tout cas chez chez le chat, où on tombe à peu près autour de 5 kHz, on n'a plus rien. Alors, c'est intéressant cette limite de 5 kHz parce que la limite des instruments de musique, je crois que c'est le grand piano, qui a la note la plus haute, c'est un Do7, 4186 Hz, on n'est pas loin. C'est comme si les instruments de musique avaient coévolué avec notre capacité finalement à entendre les notes selon le code temporel. En tout cas, c'est ce qu'on croyait jusqu'à il y a une dizaine d'années. Puis on a fait une étude quand j'étais à l'université du Minnesota avec mes collègues Andrew Oxenham et d'autres, où on s'est amusé à jouer des sons musicaux avec des très hautes fréquences, avec des fondamentales au-dessus de 4000 Hz. Et on s'est aperçu que les sujets sont encore capables de le faire, les sujets jeunes. En fait, moi j'étais déjà suffisamment âgé pour ne plus pouvoir entendre aucun de ces sons quasiment. Mais quand on prend soin d'avoir des sujets jeunes qui ont une bonne audition à très haute fréquence, au-dessus de jusqu'à 16 kg, on arrive à jouer des mélodies dans ces très hautes fréquences. Donc ça pose problème pour le code temporel, cette observation-là. On a publié ça en 2012, et ça a été répliqué depuis. Alors on pense que pour résoudre ce problème de codage précis de la fréquence en haute fréquence et au niveau d'intensité, il y a probablement un code qui fait appel à la fois à des mécanismes tonotopiques et à des mécanismes temporels. C'est ce qu'on appelle le code duel. Et il y a une forme de recodage déjà au niveau de la cochlée, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail ici, mais qui est une forme de code spatio-temporel au niveau de la cochlée. On va parler un petit peu des effets des atteintes cochléaires. Je vais être bref là-dessus parce que mes collègues vont vous en parler un peu plus précisément.
Alors sur la sélectivité fréquentielle, on connaît bien l'effet des atteintes cochléaires, qui est en fait un élargissement des courbes d'accord. Donc si on a une courbe d'accord chez le normand-entendant, avec une atteinte cochléaire en particulier des CCE, on a une courbe d'accord qui est élargie, donc perte de sélectivité fréquentielle. On le voit ici pour plusieurs sujets malentendants, en fonction de leur seuil absolu d'audition, donc le seuil tonal, on voit que la sélectivité fréquentielle a tendance à se dégrader. Mais notez la variabilité interindividuelle, on a des sujets qui peuvent avoir des seuils élevés et encore une sélectivité fréquentielle normale. Peut-être parce que les cellules ciliées externes chez ces sujets-là sont moins atteintes que chez d'autres. Alors, bien évidemment, cet effet-là, cet effet perceptif, il a une base neurophysiologique qui a été observée chez l'animal, où si on mesure une courbe d'accord d'une fibre du nerf auditif chez une cochlée saine, un animal sain, non exposé au bruit, on a une courbe d'accord relativement sélective, et chez un animal qui a été exposé au bruit, on a un élargissement parfois notoire de la courbe d'accord, avec parfois un déplacement du pic de résonance, où la fibre se met à répondre mieux à des fréquences qui ne sont plus à sa fréquence caractéristique. En d'autres termes, sa meilleure fréquence, best frequency, devient différente de sa fréquence caractéristique. Pour les sons complexes harmoniques, on peut imaginer l'effet que ça a. C'est qu'en fait, on a donc les harmoniques ici, on a les fibres on a les filtres cochléaires, dont les bandes passantes augmentent en fonction de la fréquence, même chez le normand-entendant, mais sont encore plus larges chez les malentendants. Quand on passe un son harmonique complexe à travers un banc de filtre cochléaire comme celui-ci, on a en sortie des pics qui sont bien résolus, qui sont bien apparents dans les basses fréquences, où les filtres sont relativement étroits, mais qui deviennent de moins en moins bien résolus pour finalement disparaître lorsque les fibres s'élargissent. Donc chez le malentendant, vraisemblablement, on est plutôt, en tout cas chez le malentendant qui a une perte de sélectivité fréquentielle, on est dans cette situation-là, donc avec un code spectral appauvri ou inexistant des harmoniques de ces sons complexes, donc un impact probable sur la perception musicale. Et enfin, la discrimination fréquentielle est également dégradée chez le malentendant, alors pas de façon homogène. Ici, on a un exemple d'une étude, il y en a eu plusieurs, mais je vous ai pris celui-là, d'une étude relativement récente, 2006, où on voit le seuil de discrimination de F0, donc de son complexe harmonique, en fonction du seuil absolu d'audition. Ici, on a les sujets normaux-entendants, donc on voit qu'évidemment, ils ont une audition normale et des seuils très, très bas, de l'ordre de 1% pour son complexe harmonique. Et au fur et à mesure que les seuils absolus s'élèvent, la discrimination fréquentielle se dégrade chez la plupart des malentendants, mais pas tous. Je vais laisser la parole à mes collègues qui vont maintenant vous parler d'aspects encore plus liés à la malentendance.